Bonjour, mesdames, messieurs. On va commencer la conférence. Donc une conférence qui va être consacrée à la méthanisation agricole sous un aspect assez spécifique, c'est-à-dire plutôt la question des intrants dans les unités de méthanisation agricole. Donc je ne sais pas si parmi vous, vous êtes familier de la méthanisation agricole, si il n'y a pas forcément besoin de revenir sur les principes. Si vous le souhaitez, donc nous on a un stand à la Chambre d'agriculture France qui est dans le hall à côté. Et là on pourra prendre du temps pour expliquer les principes, les technologies, les modèles économiques, où là vous aurez tous les renseignements. Mais là la conférence aujourd'hui elle est plutôt focalisée sur l'évolution des gisements et notamment les cultures énergétiques, les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc c'est une conférence qui est proposée par les chambres d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une première partie va être présentée par Johan Ginestière, qui est de la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme et qui relatera les éléments d'une expérimentation qui a eu lieu ces 3 dernières années sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, avec des parcelles d'essai, avec une approche économique, de coûts de production, etc. Donc là, il y aura tout un tas d'éléments autour de ça, sur les cives d'été, les cives d'hiver, etc. Et avec Florent Gagne, qui est de la Haute-Loire, moi-même je travaille pour la Chambre d'agriculture de l'Isère, on se relaiera et on vous présentera une enquête qu'on a faite auprès de 12 méthaniseurs en région. Et voilà, pour repérer quel était le projet au départ en termes de gisement, comment il a évolué aujourd'hui et comment les agriculteurs méthaniseurs se projettent sur la suite. Donc on va se consacrer uniquement aux méthaniseurs agricoles, hein, je précise. Voilà, Johan, si tu veux attaquer. D'accord. Bien, merci à tous. Bonjour. Donc moi je suis Johan Ginestière de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Alors contrairement à mes deux collègues ici présents, je ne suis pas conseiller énergie, je suis qu'un simple conseiller agronomie avec une approche système de culture. Et donc je vais vous parler un peu d'un projet régional qui s'est déroulé sur les 3 dernières années, 2020, 2021 et 2022, sur lequel on a mené des expérimentations et mesuré la rentabilité des cibles. Voilà, ça marche. Alors, ce projet-là, il avait en fait comme objectif, plusieurs objectifs. Les 2 premiers, pour nous, étaient essentiels. C'était acquérir des références technico-économiques régionales sur les cives et évaluer les impacts de l'introduction des cives sur les systèmes de culture. Alors pourquoi ? Moi, c'était particulièrement intéressant puisque à cette époque-là, quand s'est lancé le projet, j'accompagnais un petit groupe d'agriculteurs sur la création d'unités collectives. C'était plutôt des céréaliers qui avaient basé à peu près la moitié de leur gisement sur ces fameuses cives, donc culture intermédiaire à valorisation énergétique. Et beaucoup de questions tournaient autour de ça, sur quelle production, quelle productivité, quel coût et quelle conduite. Donc je suis rentré dans ce programme-là assez facilement. Le dernier point, préserver l'autonomie des ateliers d'élevage. Donc on a construit un outil de la décision, je ne vais pas vous en parler ici, mais c'est aussi un aspect qu'il faut avoir en tête. Tout ça pour finir sur quelle durabilité des filières méthanisation incluant des cives, des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Cette durabilité, si vous voulez, on la découpe souvent sous 3 aspects. Le premier, la durabilité environnementale. Là, il n'y a pas forcément débat puisqu'on couvre les sols et qu'on a plutôt des systèmes qui sont plutôt propres pour l'environnement. La durabilité économique, c'est ce qu'on voulait aussi vérifier, mais on n'avait pas trop de soucis là-dessus. Et puis c'était sur le dernier point, sur la durabilité sociale. En fait, derrière se cachait généralement la concurrence avec les ateliers d'élevage. Donc un peu plus en détail, donc je vais passer rapidement. Hein. Donc c'est un projet qui techniquement a été conduit entre Chambre d'agriculture, Isère, Loire, Puy-de-Dôme et Rhône, donc bien sur la région Aura, incluant les instituts techniques d'Arvalis et Institut du végétal, et sans oublier nos agriculteurs qui n'étaient pas tous méthaniseurs à l'époque. Parmi les partenaires financiers, il faut citer la région Aura, l'ADEME et GRDF, bien sûr, mais aussi on peut citer les chambres d'agriculture, puisque jamais, le financement n'est jamais à 100%.
Alors, moi, je vais vous parler maintenant des données technico-économiques des cultures intermédiaires. Donc, cives d'hiver. Hiver, tout simplement, c'est celles qui sont présentes durant l'hiver, comme leur nom l'indique, hein. Donc, elles sont semées à l'automne et récoltées au printemps. On peut, ici, ces résultats sont basés, vous voyez, bon, vous ne le voyez pas, mais on a à peu près 140 modalités qui ont été étudiées sur 3 ans. Donc, on a quand même eu de la donnée. Bon, pour vous parler d'itinéraire technique moyen, on avait des dates de semis aux alentours du 13 octobre et des dates de récolte aux alentours du 28 avril. Alors, on va en reparler tout de suite après, hein, mais le 28 avril avec des grosses flexibilités. Une durée médiane de 200 jours environ et un ITK classique avec un travail superficiel, des chômages et semis simplifiés. Une fertilisation moyenne de 78 unités d'azote, pas énorme, mais 2 apports, alors souvent 2 apports d'engrais ou alors un apport d'effluents agricoles couplé à un apport d'engrais. Non irrigué, il faut le noter. On a eu deux modalités qui ont été irriguées, mais vous voyez sur des taux d'irrigation qui sont assez faibles. Et parmi les espèces testées, ce sont les seigles majoritairement, avec plusieurs variétés. On a testé le seigle fourrager, seigle forestier et le seigle grain classique, hybride et ligné. Mais globalement, je vais passer assez rapidement, mais globalement, si on ne voit pas vraiment d'écart, alors il existe des écarts sur l'espèce de cives introduites et testées, notamment en termes de précocité. Ce qui va jouer beaucoup, c'est plus la date de récolte. Comme vous le voyez ici, donc, sur nos modalités, on a un rendement moyen de 29 tonnes hectare. Donc je parle en tonnes brutes. Hein. Si on enlève l'eau, ça fait que 6,5 tonnes de matière sèche par hectare. Donc cette donnée-là est importante puisque vous avez en dessous le graphique qui vous illustre le rendement, le tonnage obtenu en fonction de la date de récolte ou plutôt du stade de la récolte de la cive. Et que plus on attend, logiquement, plus on gagne en matière sèche. Et donc forcément, le rendement carbone sur la cive va augmenter. Vous voyez qu'on passe par exemple d'un stade gonflement, donc on va dire fin avril, jusqu'à un stade grain formé, où on n'est qu'à 3 tonnes de matière sèche. Le stade grain formé qui va être plutôt début juin, on est plutôt à 7,5 tonnes. On va en reparler juste après, hein, mais voilà, la cive, moi si je devais résumer cette cive d'hiver, c'est la cive qui a la productivité maximale, mais par contre qui va être la plus impactante pour le système de culture. Puisque derrière, si on récolte à la mi-juin, il faut pouvoir implanter la culture principale derrière. Ce qui n'est pas facile. On s'est vite rendu compte que le stade optimal, c'était le stade floraison. Une fois que les étamines étaient sorties, on pouvait récolter, ce qui nous laissait quand même le temps d'implanter la culture suivante dans des conditions plutôt favorables. Pour les cives d'été, alors là, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc là, on a 102 modalités quand même, hein, de 2020 à 2022. Alors l'itinéraire technique classique, c'est une date de semis médiane, au 4 juillet, pour une durée du cycle qui est beaucoup plus courte. Alors, tout à l'heure, on était à 200 jours, là, on est à peine à 100 jours. Et puis, on est sur les mêmes itinéraires techniques, un déchômage superficiel et un semis direct ou un semis TCS. Une fertilisation beaucoup plus faible et donc dans nos essais, vous verrez, on a 80% non irrigués, mais on a des réussites beaucoup plus garanties si on irrigue la cive. Parmi les espèces testées, on a 2 principales, le sorgho et le maïs. Parmi le sorgho, on a fait beaucoup d'essais sur tout ce qui était fourragé multicoupe, qui était fourragé monocoupe, parfois associé à d'autres espèces comme du sorgho tournesol, qui ont des bons résultats. Alors justement, hein, les résultats, parlons-en. Donc voilà, les rendements sans grande surprise, on varie, une très grosse variation, hein, de 0 à 14 tonnes de matière sèche. Alors, j'insiste bien sur le 0 hein, parce qu'il n'est pas rare d'avoir des échecs, surtout dans les années difficiles. Alors nous, localement, c'était plutôt l'année 2020 qui a été un peu plus délicate, voire 2022 chez vous qui avait plus souffert la sécheresse, pour un rendement de 4 tonnes de matière sèche en moyenne. Alors sur le graphique que je vous ai mis là, vous avez le rendement moyen en tonnes de matière sèche, bien sûr, en fonction de la période d'implantation de la cive. Et vous voyez qu'on a une forte décroissance alors on fixe un seuil de rentabilité à peu près à 4 tonnes de matière sèche. On en reparlera juste après. Que si la cive n'est pas implantée avant le 30 juin, on se rend compte que la productivité décroît fortement. Alors en fait, ça vient aussi avec les cultures qui sont implantées. Il ne faut pas oublier que le sorgho, le maïs sont des cultures tropicales et qui ont besoin de chaleur. Donc j'ai fait des calculs et c'est vrai qu'on n'a pas, dans nos zones qui sont quand même continentales, assez froides, on n'a pas assez de température si on implante après le 1er juillet.
Alors, deuxième question, combien coûte une cive? Donc là, on a construit notre base de données à partir d'enquêtes agriculteurs et des bandes d'essais. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, nos expérimentations, ce sont des essais en bande qui sont semés dans des parcelles agriculteurs avec le matériel agriculteur, avec la conduite agriculteur. On a pu donc retirer tous les rendements obtenus pour créer des modalités pour nos analyses de coûts de production. Les coûts de production ont été calculés suivant le barème en trade. Alors, c'est très discutable, hein, mais il nous fallait bien un élément pour avancer là-dessus, sur ces valeurs-là. La valeur de la fertilisation organique a été estimée, bien sûr. On a compté dans la fertilisation que l'azote efficace et on a mis un coût à l'unité d'azote, de phosphore et de potasse en fonction de ces éléments efficaces. Et les coûts qui sont les coûts sortis du champ. On a payé l'ensileuse, mais il reste à prendre en charge le transport et la mise en silo. Quoique je pense qu'on a dû compter un coût de transport forfaitaire. Bref. Donc, ce qu'on observe globalement, alors je sais que le graphique est peu lisible, je suis désolé. Voilà, on observe deux coûts moyens. Sur les cives d'été, donc qui sont implantées, qui restent durant l'été, on est plutôt à 500 € hectare. Donc ça, c'est la partie gauche de votre graphique. Vous voyez que le principal poste de charge, ça reste la mécanisation. Alors pour la cive d'hiver, c'est 600 € hectare. Là, c'est toujours la mécanisation en rouge dans mon graphique sur la droite qui est la plus importante. Mais on voit que le coût de la semence, si c'est de la semence certifiée ou de la semence de ferme, c'est très variable. Et surtout la fertilisation. Rappelez-vous, cive d'été, 30 unités d'azote, cive d'hiver, 80. Donc on peut avoir des coûts qui varient. Si on divise par le rendement, ce qui nous fait des coûts de production à la tonne de matière sèche assez variables, parfois de moins de 50 € tonne de matière sèche. Donc si vous divisez par 5, ça vous fait 10 € la tonne de matière brute. Donc ça, c'est pour des cives qui sont très productives, juste parfois à plus de 300 €, là où on a des rendements qui sont très faibles. Donc ce qu'on s'est posé ensuite comme question, c'est de se dire quand est-ce que la cive va être rentable. Ici, vous avez deux graphiques. Sur la gauche pour les cives d'été, sur la droite pour les cives d'hiver. Ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur la barre bleue de ce graphique-là qui relate en fait les charges totales. Les barres rouges correspondent, que vous avez en horizontal, correspondent au chiffre d'affaires moyen. Donc on a mis un coût de la cive à 25 € la tonne. On a fait des chiffres d'affaires, donc soit faibles, moyens ou élevés pour la barre du haut. Ce qu'on observe sur le graphique de gauche pour les cives d'été, c'est qu'avec nos charges moyennes et le chiffre d'affaires moyen, on couvre difficilement les charges de production. Pour la cive d'hiver, au contraire, vous voyez que systématiquement, on est au-dessus et qu'on a un chiffre d'affaires qui couvre les charges et donc une rentabilité qui est assurée sur ce système-là. Ce qu'il faut noter, alors vous pouvez dire par rapport, je ne sais pas s'il y en a qui sont céréaliers dans l'assistance, mais ce n'est pas le coût de production d'un blé par exemple. Là, il nous manque toutes les charges de structure, telles que les fermages et toutes les charges d'assurance matérielle, frais de compta, tout ça. On a considéré que ces charges-là, vu qu'on est sur des cultures intermédiaires, étaient portées par les cultures principales, qui peuvent être soit du blé, soit du maïs, dans les cas ici. Donc c'est ce que je vous disais, cive d'été, coût minimal en niveau de charge, mais risque plus élevé puisqu'on a des résultats qui sont trop aléatoires. Cive d'hiver, des coûts qui sont plus élevés, mais par contre un risque qui est beaucoup plus faible. Pour la petite histoire, mes agriculteurs méthaniseurs, enfin futurs méthaniseurs, quand ils ont vu ça, ont tout de suite orienté leur production vers les cives d'hiver. Bon, ça je vais passer rapidement. Et une des dernières diapos, c'est ne pas négliger les coûts de transport. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ici, j'ai un collègue qui s'est amusé à calculer le rendement minimal qu'il faudrait faire pour rester dans des coûts acceptables en fonction de la distance entre la parcelle et le méthaniseur. Je vous prends un exemple. La barre blanche, donc pour les cives d'hiver, je ne sais pas si vous... Bon, c'est pas grave, mais les barres blanches des bas des graphiques, pour la cive d'hiver, si je n'ai pas de coût de transport, il me faut 24 tonnes pour être rentable. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on prend des rendements à peu près de 29 à 30 tonnes de matière sèche, on se voit que la cive d'hiver, un agriculteur peut se permettre de la chercher entre 7,5 et 10 km
autour du méthaniseur. Pour les cives d'IT, c'est avec des rendements d'à peine 20 tonnes, hein, on est beaucoup plus mesuré, où là, le rayon limite, ça serait plutôt 2,5 km, donc vraiment autour du méthaniseur. Petit détail, cette étude a été faite avec des coûts de carburant moyens, pas avec les coûts qu'on a connus en 2022 et 2023. Donc voilà, j'ai fini pour ma partie. Pour moi, pour nous, les cives, les deux cives d'hiver, rendement minimal assuré, perturbation des systèmes de culture qui sera plus profonde. Par contre, la cive d'été, on sème après la moisson, c'est généralement plus simple, mais on a une probabilité de production qui est beaucoup plus faible, notamment en fonction des aléas climatiques. J'ai parlé des coûts de rayons de collecte. On peut fixer généralement à 10 km. Un agriculteur, méthaniseur ne doit pas aller chercher sa cive à plus de 10 km, sinon ça va lui coûter trop cher. Et bien sûr, dans les coûts de fertilisation, notamment pour les cives d'été, on a des marges d'amélioration, notamment avec du digesta qui peut être autoproduit. Et j'en terminerai sur cet aspect-là, hein, l'échelle système. Il ne faut pas bien sûr oublier que c'est une charge de travail supplémentaire, surtout si on doit aller chercher la cive à l'extérieur, que c'est un calendrier de travail qui des fois entre en concurrence avec des cultures principales. On a aussi mesuré avec notre collègue d'Arvalis l'impact économique lié au prix de vente des cultures principales. On s'est mis dans l'idée que par exemple qu'un maïs avant une cive d'hiver va avoir moins de 10% et que ceci est acceptable quand le maïs vaut 150 € tonne la tonne de grain. Aujourd'hui où on a des coûts qui dépassent allègrement les 200 €, cet impact de la cive est plus difficilement acceptable. Et pareillement, dernièrement, ne pas oublier l'agronomie. Alors, la diversité des rotations, bien sûr, mais aussi penser à vos sols. Voilà, que ce soit en termes de tassement, en termes de retour des éléments fertilisants, puisque bien sûr, si on exporte les biomasses, on va exporter aussi pas mal de potasse. Donc, c'est des petites alertes qu'on a pu faire à nos agriculteurs. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre guide qui est le fruit de notre travail de ces 3 années et d'autres documents vont arriver après le réflexe cive qui devrait avoir lieu dans ces prochaines années. Merci. Merci. Ouais. Merci Johan. On vous propose d'enchaîner la deuxième présentation. Normalement, on en a pour un quart d'heure, 20 minutes avec Florent. Et derrière, il nous restera un quart d'heure, 20 minutes pour échanger avec vous sur les deux parties. On va voir que ce que Johan a présenté sur les cives, forcément, les agriculteurs l'ont eux-mêmes intégré dans leur façon d'envisager la stratégie d'approvisionnement de leur unité. Et voilà, c'est pour ça que les deux sont tout à fait complémentaires. Alors, cette deuxième partie, pour la resituer, en fait, au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une sorte de consortium d'institutions que sont l'ADREAL, la région, l'ADEME qui finance les projets de méthanisation, les gaziers, GRDF, GRTGaz, la DRAF, les chambres d'agriculture. Et on œuvre ensemble au développement de la filière avec des recommandations qu'on fait auprès des porteurs de projets. Et pour ce qui nous concerne, on a une partie de notre travail qui est consacrée à faire du retour d'expérience de ce qui se passe dans les unités. Et c'est ce qu'on vous propose, propose de vous présenter. Notamment, là, on s'est focalisé en 2022 sur les intrants des unités de méthanisation. Alors, on n'est pas allé... Donc ça s'est fait en accord avec nos partenaires. L'ADREAL enquête chaque année tous les agriculteurs, tous les méthaniseurs. Agricoles et non agricoles, et ils doivent produire des références sur comment ça se passe sur leur unité, mais d'un point de vue très quantitatif. Et on voit par exemple dans la colonne de droite, dans le tableau, la moyenne, dans la colonne de gauche, c'est la moyenne des méthaniseurs en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la répartition entre les effluents d'élevage, on a une majorité à 65% d'effluents d'élevage qui composent la ration des méthaniseurs agricoles. 14% à peu près sur les ensilages de végétaux, c'est essentiellement des cives, des résidus de culture, des biodéchets, voilà. Et pour notre enquête, on s'est focalisé sur un échantillon qui présente des caractéristiques un peu différentes
parce qu'on avait des questions qui nous revenaient de la part de gens qui peuvent être critiques vis-à-vis de la méthanisation, et on s'est focalisé sur les méthaniseurs qui aujourd'hui mobilisent une part importante de culture de production végétale, donc des cives. Là, on est à 37% dans l'échantillon des 12 unités qu'on a enquêtées. On a vu cette tendance à partir du moment où les projets se sont orientés plutôt sur l'injection, parce qu'on cherche de l'efficacité, enfin de la puissance liée au potentiel méthanogène des intrants, et les cultures intermédiaires en produisent plus que les effluents d'élevage notamment. Voilà, donc pour caractériser l'échantillon, on a essayé de faire en sorte qu'il soit réparti en régions. Vous avez les unités qui ont été enquêtées, les points, et voilà pour caractériser l'échantillon qu'on a enquêté. Donc on a questionné sur des aspects plus qualitatifs, sur l'impact de la méthanisation sur le système agricole, sur la ferme, sur l'élevage, sur tout ça. Donc c'est Florent qui va prendre le relais. Après, on a creusé la question des cultures intermédiaires à vocation énergétique. On pourra parler des résidus de culture aussi, les biodéchets, et puis voilà, on arrivera assez rapidement sur la conclusion. Je passe la parole à... Bonjour à tous et à toutes. Sur la partie donc impact positif de la méthanisation, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que la majorité, la plus grande majorité des exploitants agricoles qui avaient des unités de méthanisation avaient constaté qu'ils avaient une diminution d'utilisation d'engrais chimiques sur leurs exploitations agricoles, liée du coup au digesta qui est utilisé derrière pour l'amendement des cultures, qui est un concentré azoté. L'autre point qu'on a soulevé chez ces agriculteurs, c'est qu'ils avaient pu avoir du nouveau matériel de pointe, notamment d'épandage, de semis et de transport. Ça leur a permis d'investir dans ce type de matériel. Alors ça peut être aussi en réponse à des contraintes réglementaires, notamment par rapport à l'épandage. Puisque quand on épand du digesta, il y a l'obligation d'avoir un enfouisseur ou du pendillard. Ça peut être aussi pour intensifier les cultures, par exemple, par rapport aux cultures intermédiaires, donc avoir du matériel plus performant par rapport aux semis notamment. Donc voilà, sur les équipements, c'est du matériel qui peut aussi profiter qu'être acheté en commun sur des CUMA. Ça a été constaté également sur les exploitations agricoles qui étaient associées aux unités de méta. Pour cette unité de méthanisation sur 12 unités qu'on a enquêtées, la méthanisation a été synonyme d'embauche pour la gestion de ces unités et l'approvisionnement ou l'épandage et aussi pour les tâches administratives qui sont quand même assez conséquentes sur ces unités. Juste un dernier point sur on avait posé une question sur l'impact positif. C'était également d'une façon assez générale de ressentir la réussite de leur projet. Réussite assez générale, que ce soit sur la valorisation d'énergie, sur l'utilisation d'engrais, du digesta en engrais. Il y avait une satisfaction assez globale de ces unités-là. On est sur des unités majoritairement en injection gaz. Et le retour d'expérience par rapport aux anciens retours qu'on a sur les unités de méta en région sont plutôt positifs, on va dire, sur un bon fonctionnement des unités, un bon retour des exploitants. Il était un meilleur retour d'expérience, on va dire, que sur les premières unités de méta qui étaient plutôt tournées sur de la cogénération et qui ont un peu essuyé les plâtres aussi sur le développement de la méthanisation. D'un autre côté, le faible impact qu'on a relevé, notamment par rapport aux exploitations agricoles associées aux unités de méthanisation, par rapport au cheptel des exploitations,
On n'a pas eu de retour comme quoi le cheptel avait été modifié suite à l'installation d'un méthaniseur. Si ce n'est une unité qui, auparavant, l'exploitant était un exploitant agricole avec élevage, mais a consacré son activité à la production d'énergie, mais travaille néanmoins avec des agriculteurs pour apporter des effluents d'élevage et alimenter son méthaniseur. Par rapport à l'achat de fourrage, il n'a pas été remonté par les agriculteurs qu'ils avaient eu un besoin d'achat de fourrage supplémentaire. Ça, c'est une grosse vigilance qu'on a au niveau des chambres d'agriculture sur le montage de ces projets, parce que l'objectif, c'est pas de diminuer l'élevage au profit de la production d'énergie, mais c'est bien de produire en complément de la production animale et alimentaire. Également, une question qu'on souhaitait éclaircir, c'est sur le système de pâturage. On pourrait se dire, on va rentrer les animaux pour avoir plus d'effluents d'élevage et ainsi produire de l'énergie. Mais sur les exploitations qu'on a enquêtées, il n'y avait aucun exemple sur lesquels il y avait eu une modification du système du pâturage. Donc finalement, même si certaines peut-être utilisaient du zéro pâturage, c'était plus lié au développement, on va dire, au développement agricole que ce système avait été adopté, et non pas par rapport à la méthanisation. Et enfin, par rapport à l'achat de surfaces supplémentaires pour la méthanisation, les exploitants nous ont pas nous ont pas fait remonter d'achat de surface en plus suite à l'installation de leur unité de méthanisation. Et ensuite, donc les cultures de vente. Les cultures de vente, donc là, on entend culture dédiée. Donc, il faut savoir qu'il y a une réglementation nationale qui interdit d'utiliser plus de 15% de culture par rapport au tonnage dans une unité de méthanisation. Et au final, au niveau régional, il est constaté que les unités utilisent moins de 5% de ces cultures dans leurs intrants, une moyenne régionale. Et là, sur notre enquête, il y avait 7 unités qui en utilisaient sur 12. Alors, on peut le voir à droite, les raisons pour lesquelles ils utilisent dans leur méta, c'est déjà avoir peut-être certains moments une meilleure valorisation en méta qu'en vente. Ça peut être lié par exemple à une culture de mauvaise qualité qui peut être difficilement valorisée dans le commerce. Certains aussi ont monté leur business plan avec une partie de ces cultures pour l'économie du projet. Mais toujours sur des pourcentages assez faibles. Et donc voilà. Et donc ensuite les cultures intermédiaires, je vais passer la parole à Jean-Paul. Alors sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, ça va forcément faire le lien et on va voir la traduction, entre autres, de ce que Johan a dit dans la stratégie des agriculteurs méthaniseurs. Donc la plupart des agriculteurs qui ont été enquêtés nous ont dit faire des couverts en interculture pour souvent des questions réglementaires, d'obligation de couvrir les sols par rapport à des zones nitrates. Donc ils avaient déjà la pratique des intercultures, mais pas forcément pour la production de biomasse, alors que c'est l'objectif qu'on recherche quand on veut exporter de la matière pour mettre dans le méthaniseur. Sur la conduite de ces cultures, là encore, c'est des points de vigilance qu'on avait en tête parce qu'il se dit beaucoup de choses, etc. Est-ce que les cives d'été sont irriguées? Là, dans l'échantillon qu'on a enquêté, 2 exploitations ont irrigué des cives d'été et uniquement uniquement un tour d'eau pour la levée, pour favoriser la levée. Mais comme l'enquête qu'on a faite a été faite en 2023 même, début 2023. On avait en tête l'année 2022 avec le coût de l'électricité. L'irrigation, c'est aussi un coût d'électricité. Donc,
un tour d'eau par rapport au côté aléatoire que Johan évoquait tout à l'heure sur la réussite d'une cive d'été. Ça coûte déjà très cher et c'est un investissement qu'on ne retrouve pas forcément après quand on exporte les cives d'été. Et sur la fertilisation, donc on a tous les agriculteurs qui pratiquent des cives fertilisent les cives avec une majorité pratiquée en digesta quand l'unité est en fonctionnement. C'est sûr que la première année, quand on n'a pas de digesta disponible, c'est fertilisé avec du minéral. Mais généralement, c'est avec du digesta. Éventuellement, il peut y avoir un deuxième apport qui, lui, est plutôt compliqué à faire en digesta. Donc le deuxième apport est fait dans ce cas-là en minéral. Donc les commentaires qu'on a eus sur les réussites des rendements en 2022, donc on a eu plutôt des bons rendements en cives d'hiver, et par contre les cives d'été, ça a été mauvais, au mieux moyen, voire mauvais. Selon les endroits, on sait qu'il y a des cultures de sorgho par exemple qui ont bénéficié d'une pluie autour du 15 août qui a permis de sauver la culture, mais bon, c'était quand même... On revient à la notion d'aléatoire sur la réussite de ces cives d'été. Là encore, les agriculteurs nous ont témoigné des impacts, et notamment en 2022, sur les rendements de la culture suivante. Du fait ce qui nous a été signalé, c'est un assèchement. Il faut vraiment semer tout de suite derrière la récolte de la cive pour profiter de la fraîcheur du sol. Et même dans ces conditions-là, on a quand même eu des situations compliquées de réussite. Et puis, comme l'a expliqué Johan, on cherche aussi à la cive d'hiver pour avoir du rendement. C'est dans les derniers jours de culture qu'on fait le rendement. Donc on peut avoir tendance à repousser, mais on s'expose à avoir un mois de mai sec derrière. Sur l'évolution du gisement des cives, ce que les agriculteurs méthaniseurs nous ont envoyé, c'est qu'on arrive quand même assez vite au plafond de ce qu'on peut sécuriser à l'échelle d'une ferme, voire à l'échelle des fermes alentours éventuellement ou du collectif. Donc il y a cette notion de sécuriser ce qu'on peut faire à des coûts acceptables. Et donc, ce qui se passe pour une partie de l'échantillon qu'on a enquêté, c'est qu'on a souvent une augmentation de puissance du méthaniseur qui intervient. Et le levier cive, dans la mesure où on ne va pas chercher, on l'a vu et Florent l'a expliqué, les agriculteurs ne vont pas forcément chercher les cultures alimentaires et cultures dédiées. L'alternative, c'est d'aller plutôt vers les biodéchets. Et beaucoup d'agriculteurs enquêtés nous ont dit faire cette démarche qui se fait spontanément au début parce qu'il y a une fraction des biodéchets qui n'a pas besoin d'être hygiénisés. Quand on est par exemple en vallée du Rhône où on a des pulpes de fruits, où on a des produits végétaux qui peuvent être introduits dans des méthaniseurs, une partie de ces produits arrive spontanément, si on peut dire. Mais dès qu'on veut sécuriser et développer ces matières-là, c'est la partie que Florent va présenter sur le volet biodéchets et comment ça s'inscrit dans l'évolution des gisements. Donc sur les biodéchets, donc à savoir que les biodéchets, c'est un gisement qui est assez large, puisqu'on retrouve à la fois des déchets de restauration collective, on retrouve des déchets d'industrie agroalimentaire. Et comme le disait Jean-Paul, suivant déchets de grande et moyenne surface également, suivant le type de gisement qu'on a, on a un besoin d'ajouter un process comme l'hygiénisation qui vise à chauffer la matière avant qu'elle soit entrée dans le méthaniseur, chauffer à 70 degrés pendant 1 heure. Et ça, l'hygiénisation est obligatoire à partir du moment où on a des produits carnés dans le gisement. L'utilisation des biodéchets, donc on a vu qu'elle était à hauteur de 20% là, sur notre panel d'unités de méthanisation. Et majoritairement, on voit qu'en fait, certains ont opté pour ces biodéchets dans les méta par opportunité.
souvent locales, voilà, des industries, des grandes et moyennes surfaces qui sont venus voir les unités de méta pour leur proposer des gisements. Ça peut être également des contacts un peu plus par des collectivités. On sait que les collectivités ont à leur charge dès janvier 2024 l'obligation d'un tri à la source des déchets ménagers. Et donc il faudra on pourra recycler ces biodéchets. Et la méthanisation est une solution pour valoriser ces biodéchets. Et également, bon, certains sont allés directement démarcher les industries agroalimentaires, mais on voit que principalement c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Parce que voilà, des fois, ça s'est inscrit finalement dans l'objectif de l'agriculteur d'augmenter sa puissance de production. Et donc il a fallu trouver des gisements pour conforter sa production. On a souhaité aussi également savoir s'il y avait des contractualisations sur ces intrants, parce que les biodéchets sont des intrants exogènes, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'extérieur des unités de méthanisation. Et pour le modèle économique, pour la stabilité économique du projet, plus l'intrant est sécurisé, mieux c'est. Également pour les financeurs des projets, c'est plus sécurisant. Et on voit que beaucoup sont, en tout cas sur notre échantillon, la majorité sont sur un contrat sans durée, ou sinon sur des petites durées de 1 à 3 ans. Il est quand même arrivé, au moins une unité avait un contrat sur 20 ans, mais c'est très rare, quoi. Donc ça peut être un point bloquant pour l'utilisation de ces biodéchets. Un autre point qu'on a souhaité connaître, c'était est-ce qu'ils achetaient ces biodéchets ou plutôt percevaient une redevance, et la majorité n'achetait pas ces biodéchets, puisque 6 unités les avaient soit gratuitement ou étaient payées pour les traiter. Et ça, c'est quelque chose qui doit être défendu parce qu'on utilise son process dans lequel on a investi et on traite des biodéchets qui viennent de l'extérieur. Donc la redevance doit absolument se poursuivre. Et donc la moitié des unités enquêtées percevaient une redevance de l'ordre de 10 euros tonnes pour le traitement de ces biodéchets. Malgré ça, donc le biodéchet, ça peut être une belle opportunité pour des unités de méthanisation, puisqu'on fait revenir de la matière organique pour alimenter les terrains agricoles derrière pour produire des cultures. Donc c'est un vrai intérêt, y compris pour les exploitations, pour toutes les exploitations agricoles. Malgré ça, il y a quand même des contraintes, puisque les biodéchets, comme je vous l'ai dit, peuvent venir de vraiment différents endroits, différentes entreprises. Et si à la source ce n'est pas trié correctement, on peut le retrouver derrière dans les champs, on le retrouve dans le matériel qui a servi au process pour fabriquer du biogaz. Et donc il y a vraiment des contraintes liées notamment à la qualité de ces biodéchets. Alors tout d'abord sur la vraie contrainte de ne pas en traiter, ça reste l'investissement, puisque comme je vous l'ai dit, il est quasiment obligatoire d'avoir une hygiénisation. Donc la moitié ne souhaitait pas se lancer là-dedans parce que par rapport au coût d'investissement sur ce process supplémentaire. Mais également, certains sont limités par rapport à leur cahier des charges de valorisation de leur production agricole, comme certains sont agriculteurs biologiques. Tous les intrants ne sont pas autorisés dans les unités de méthanisation. Et puis également, dans certains territoires, il n'y a pas forcément un gros gisement à solliciter qui permettrait d'amortir le coût d'investissement lié au process supplémentaire, par exemple lié à l'hygiénisation.
Tout ça pour conclure donc sur cette présentation d'enquête qui nous a permis de répondre à pas mal d'inquiétudes diverses sur la méthanisation. On voit quand même qu'elle a apporté de grandes choses aux exploitations agricoles qui sont associées à ces projets-là. Elle montre aussi quand même qu'il y a une concurrence, j'en ai pas parlé sur les biodéchets, mais il faut être quand même vigilant au développement de nouveaux projets qui pourraient venir déstabiliser des biodéchets qui étaient déjà utilisés sur des unités de méthanisation agricole. Sur la partie cive, est-ce que aussi la culture intermédiaire, il y a des techniques qui sont améliorées. On connaît un peu plus que les cives d'hiver fonctionnent plutôt bien et ont des bons pouvoirs méthanogènes et sont peut-être moins impactés, comme disait Johan, par les changements climatiques comme la cive d'été. Donc voilà sur ce retour, et ce qu'on peut rajouter, voilà, c'est que nous, notre mission aussi, une des missions sur la méta est de faire du retour d'expérience, et les prochains retours d'expérience seront orientés plutôt sur les digestats, comme le programme régional, mais qui s'étend sur plusieurs années. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair pour vous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre, ou sinon on se trouve dans le hall à côté, au stand régional Chambre d'agriculture. On peut consacrer un quart d'heure à peu près à des questions, si vous en avez. D'unités de méthanisation qui se développent? Alors c'est une question sur le nombre d'unités de méthanisation qui se développent. Donc actuellement en région, on a, alors de mémoire, on doit avoir 140 unités au total. En agricole, on en a 70. Et le gros boom s'est développé, on va dire, ces 3 dernières années, avec l'injection, qui a redonné un peu de l'élan à la méthanisation. Et c'est pourquoi on s'intéresse à ces questions de gisement, parce que ça a modifié sensiblement les rapports et les nécessités de production de méthane dans ces unités qui se destinent à faire l'injection. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne marchent pas? Comment répondre à cette question? Dans la première génération, c'est-à-dire en cogénération, effectivement, il y a eu pas mal d'agriculteurs qui ont essuyé des plâtres avec différents process qui n'étaient pas forcément très rodés, très robustes. Ça a amené aussi les financeurs, les institutions à être particulièrement regardants sur l'offre de services des constructeurs, des développeurs. Malheureusement, ça a sacrifié certains modèles qui aujourd'hui sont presque blacklistés. Je pense à la voie sèche. Il est très très difficile, quasiment impossible actuellement de sortir un projet en voie sèche parce que personne ne veut le financer, ni du point de vue des subventions, ni du point de vue des banques. Alors qu'il est sans doute possible, et dans d'autres régions, on voit des projets en voie sèche qui ne tournent pas si mal. Mais voilà, donc la conséquence ou l'inconséquence de certains constructeurs qui ont vendu des machines qui n'ont jamais fonctionné ou mal fonctionné font qu'aujourd'hui on a discrédité certaines technologies, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est une façon de répondre. Je sais pas, d'autres questions? Ce que je vous propose, c'est, avant de passer la parole à mes collègues qui vont prendre la suite, sur une conférence sur l'autoconsommation énergétique, plutôt. La maîtrise des consommations d'énergie, pardon? Sur le photovoltaïque. Donc vous avez une plaquette si ça vous intéresse. Donc on n'a pas présenté l'équipe, mais au niveau des chambres d'agriculture,
On a une équipe régionale maintenant qui intervient partout en région. Sur ces plaquettes, vous avez la 4e de couverture qui présente la carte avec les coordonnées des différents collègues. Donc nos domaines de compétences, c'est sur la maîtrise des consommations d'énergie, sur la production d'énergie photovoltaïque, méthanisation et bois bocager. Voilà. Enfin, je vous propose si vous voulez faire passer. Hop. Merci beaucoup de votre attention.